C'est quoi le Read AI Meeting? Non. Je vais autoriser le micro à Bruno. Ah, puis il paraît qu'il peut le trouver là. Ah, ok, c'est toi le Read AI. Il faudrait autoriser. Bonjour, bonjour tout le monde. On va laisser les gens finir de remplir leur café. On va donner quelques minutes. Normalement, pour ceux qui veulent, vous pouvez activer vos caméras. Je me sentirai moins seul. Salut, M. Rodolphe. Allô. Salut, Joachim. Hello Gaëtan. Excellent. Bon, on va encore donner 2-3 minutes, le temps que tout le monde s'installe. Danny, William, je vous salue. Je ne vois pas vos vidéos. Peut-être que vous êtes en train de prendre vos dernières bouchées. Exact, je vais allumer la mienne après avoir mangé. Merci, William. Bon, je vais partager mon écran. Vous allez me dire si tout est OK. Joachim, tu me confirmes que mon écran est partagé? Je te confirme, ouais. C'est super. Excellent. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer, puis les gens vont se joindre au webinaire au fur et à mesure qu'ils auront enchaîné. Ce qui, aussi pour des fins de retranscription, pour ceux qui se sont inscrits et qui, comme ils m'ont écrit, ne pouvaient pas être présents, puis qui voulaient savoir si c'était enregistré. Donc, si tout le monde est à l'aise, la présentation est enregistrée. Et on va pouvoir commencer incessamment sous peu. Donc, c'est un webinaire, en fait. Hein, donc, on va donner un 30 minutes pour passer à travers le contenu. Puis, on va pouvoir après échanger sur vos réalités et ce que vous voyez, vous, puis les réactions par rapport à ce que je vais vous présenter. Donc, ce midi, allô, William. Voilà, la bougie brise. Excellent. Excellent. Donc, bonjour Steve aussi. Donc, tout le monde voit mon écran, on est parti? Oui. Génial, on est parti. Donc, ce midi, on va vous présenter, en fait, comment la fonction vente dans un monde B2B, en fait, devrait être structurée, puis performance versus robustesse, c'est le sujet qu'on a depuis quelques temps dans notre organisation. Puis, on va débattre ensemble par la suite de
qu'est-ce qui est un par rapport à l'autre, puis comment on se voit, puis l'importance de un par rapport à l'autre. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est juste que il y a, en fonction de où on est dans l'organisation et dans notre développement, ben, qu'est-ce qui est intéressant d'avoir à différentes étapes. Donc, là, normalement, si j'appuie là-dessus, on change. Mini présentation, pas trop de temps là-dessus. Donc, on est une firme mondiale spécialisée en performance des ventes, hein, donc en gestion des ventes. En haut, vous avez la carte qui décrit en fait nos points où on a l'ensemble de nos experts formateurs. Donc, on voit qu'on est répartis partout sur la planète. Le siège social de HC Consulting est à Paris, en fait. Hein. C'est le leader européen et l'un des leaders mondiaux sur la formation. On parle de plus de 10 000 personnes formées par année, 90 experts, 5 continents, une trentaine de langues avec lesquelles on travaille. Et en bas, ben, c'est l'ensemble des services qui sont des clients que nous avons de façon mondiale à travers la planète. Puis, c'est là que, quand on parle d'un HC Consulting mondial, ben, quand on vient dans le monde de nous, au Québec, on est la division nord-américaine de HC, mais on est aussi, au départ, Celsius Performance, qui est la compagnie que j'ai créée donc en 2011. On a fusionné il y a quelque temps avec HC pour justement devenir leur filiale nord-américaine et nous donner accès à des outils qu'eux ont développés. Je me présente rapidement. Donc, Rodolphe Meignier, je suis le fondateur de Celsius et président de HC Consulting North America. Vous allez voir que ce qu'on va vous présenter, ça a peut-être un impact au début de ma carrière d'étudiant parce que je suis un diplômé en génie mécanique et productique qui a fini comme expert en vente. Donc, certains d'entre vous peut-être dire, ben, ça a pris 25 ans pour te rendre là, pour te déprogrammer, pour se reprogrammer. Mais vous allez voir que l'ingénierie n'est pas très loin dans le monde des ventes. C'est le contexte de la robustesse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien entendu, on fait du conseil. Hein? Donc, on accompagne les organisations pour les amener là où elles veulent amener, où elles veulent aller. On évalue, hein, donc tout ce qui est assessment, d'où on part pour comprendre où est-ce qu'on va. On forme et des choses qu'on voit sur la formation, sur les skills, donc sur les habiletés de vente, négociation, gestion des rencontres, etc., etc. Et bien entendu, on implémente des outils, des approches, parce que tout ne peut exister que si c'est géré et implanté dans une organisation. Vous avez ici, en bas à gauche, donc l'ensemble de l'équipe qui couvre le territoire québécois / canadien. On a assez parlé de nous. On est là pour ça. OK? Fonction de vente, performance versus robustesse. Ben, j'ai envie de commencer avec vous par une première question qui est la suivante. Donc, performante, robuste. Quand je vous montre cette photo, je ne sais pas ce que ça vous inspire l'un par rapport à l'autre, mais gardez ça en tête. Ou, j'avais préparé un questionnaire, vous allez me dire si vous le voyez. OK, donc vous avez le véhicule spatial puis la Formule 1 et bien entendu robustesse versus performance. Puis je vous laisse évaluer quelle est, dans les 4 propositions, celle qui correspond le plus à l'image. Je donne quelques minutes. Est-ce que vous voyez mon pool? Oui. OK. Oui. Parfait. Tout le monde a complété? Oui. Excellent. Je comprends pourquoi ça ne s'affiche pas. Ah, c'est parce qu'il me demande moins de compléter. Non, 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 non. C'est trop facile. Ça me dit que je peux pas donner mon vote. Pareillement. Ouais. Alors. Si je peux fermer. Réouvrir. On réessaye. Là, est-ce que ça marcherait?
Il semble me manquer un plugin pour pouvoir répondre au sondage. Ah, OK. Bon. Pour moi, ça fonctionnait. OK. Bon. Ben, rapidement, peut-être, William, Moi non plus, ça marche pas. ça serait quoi ta bonne réponse instinctivement? Tirer vers quoi? Bonne question, mais en fait, je suis pas sûr de comprendre exactement. Là. C'est une formule, véhicule spatial moins robustesse divisé par Formule 1. Non, c'est ça, en fait, parce que oui, en effet, c'est pas. Attends, je le remets en ligne. C'est le véhicule spatial pour toi, est-ce que ça inspire plus robustesse ou performance? Puis la Formule 1, est-ce que ça inspire plus pour toi robustesse versus performance? On voit que William est un ingénieur, donc il voit tout en Je mode voyais les maths. formule. C'est la matrice. Hein, on est dans la matrice, c'est bon. À ce moment-ci, pour ma part, j'irais avec Formule 1 performance puis véhicule spatial robustesse. OK, parfait. Puis, si je vois dans l'ensemble des répondants, en effet, la grande majorité ont répondu ça, ben, on va voir si on avait raison. OK? Puis, on va réfléchir là-dessus par rapport à ça. Commençons par performance. OK? Ce qui est, on va les distinguer. Performance, c'est souvent associé à efficacité. Donc, dans l'efficacité, on est dans le monde des ventes, bien entendu, on met différents ingrédients. Le premier ingrédient, et qui est non le moindre dans le monde des ventes, c'est la motivation. Hein, on dit toujours, un vendeur pas motivé, une journée, c'est une journée quasiment perdue, hein, parce que la motivation fait la différence. Si on fait un rapport avec le sport, par exemple, c'est ça qui fait la différence. Et là, finalement, c'est le sommet de mon efficacité, même si je suis plus performant, connaissant, machin, etc. Si la motivation n'est pas là, ça va se ressentir dans nos échanges, dans nos dialogues. Le deuxième morceau, en fait, qui vient s'accrocher à l'efficacité, c'est la compétence. Hein, ma capacité à conclure, à négocier, à comprendre les besoins du client. On est dans les compétences, on est dans les skills, comme on dit en bon latin. Et le troisième morceau, bien entendu, qui vient appuyer ça, ben, c'est mes connaissances. Connaissances produits, marché, de mes approches, etc. Donc, l'efficacité est basée sur qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je suis capable de faire et mon envie de le faire. Puis ça, en fait, c'est ce qu'on voit dans le monde de la performance. Et le monde de la performance, ça veut dire quoi? En fait, c'est-à-dire que je repose l'ensemble de mes résultats ou une partie de mes résultats sur la capacité de l'équipe à connaître, à avoir des compétences et être motivé. Okay? Donc, quand on travaille là-dessus, on parle de performance des ventes qui est reliée finalement à la performance de mon équipe. Plus mon équipe est connaissance, compétence et motivée, plus j'augmente mes chances d'aller chercher des résultats. Donc, quand on rentre dans une organisation, quelle que soit la taille de l'organisation, que je sois dans une PME ou dans une multinationale, que je sois dans le monde du service manufacturier, que je sois local ou un peu partout sur la planète, la première chose qu'on regarde, c'est que on regarde le niveau de la performance de l'organisation. Ça veut dire, avec la bonne équipe, généralement, ben, tout va bien. Ce qui se passe, par contre, c'est que si on perd nos meilleurs ou notre meilleur vendeur, ben, c'est possible que je mette à risque mes résultats. Si je change de gestionnaire, c'est possible que si on met toute l'énergie sur l'équipe, vous allez me voir venir, ben, si je change de gestionnaire, ben, c'est possible que le prochain gestionnaire va changer sur l'approche de vente et va travailler différemment avec son équipe. Et le troisième, c'est que si je perds mon client le plus important, ben, c'est possible que je mette à risque aussi mes résultats. Donc, ça, c'est des choses qu'on voit en audit. Donc, c'est des questions, bien entendu, que je vous pose indirectement dans votre organisation. On constate aussi qu'on trouve des écarts entre les vendeurs. Hein. C'est pas rare qu'on dit, ben, Stéphanie, c'est ma meilleure vendeuse depuis 5 ans, puis le deuxième, ça va être Stéphane, puis finalement, on en a deux qui sont vraiment en arrière, on peut quasiment diviser par deux ces résultats. Donc, on voit un écart important entre les vendeurs. On voit un écart important aussi par équipe. Donc, si on a plusieurs équipes locales, mondiales, ben, on a des écarts importants au niveau des résultats et des performances. Puis des fois, ça peut être une année, un qui est performant, puis l'année suivante, c'est l'autre. Manque de stabilité à ce niveau-là. Une des conséquences aussi qu'on voit, c'est qu'on a des CRM qui sont souvent peu ou mal utilisés. On ne sait pas trop comment travailler avec.
une réalité, je dirais, qui est quasiment générale, mais on va voir pourquoi la performance amène cette réalité-là. Et la gestion des ventes est souvent en mode pompier. Hein, quand je suis en support de mon équipe, je vois William qui dit, oui, justement, j'ai garé mon camion de pompier avant le webinaire dans la cour. C'est, vu qu'on dépend de l'équipe, ben, on dépend de quelqu'un qui n'est pas motivé. Ben, il y a une urgence, il faut aller le motiver ou lui dire de partir en vacances cette journée-là ou de jouer au golf. C'est peut-être pour ça que les vendeurs jouent souvent au golf. Quand ils ne sont pas motivés, ils vont au golf. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est ce qu'on a observé, nous, après, je dirais, des milliers d'entreprises qu'on a accompagnées, évaluées, etc. Puis, comme par hasard, Gartner, ce qu'ils ont sorti en 2023, ils ont fait une grande étude auprès de plusieurs centaines de différentes entreprises et ils se sont aperçus que finalement, quand on a des organisations qui misent beaucoup sur la performance, donc sur l'individu et l'équipe, on est à peu près à 27% de perte de temps par semaine de vente. Oui, mon Dieu, Rodolphe, c'est énorme. Nous, depuis qu'on a créé Celsius, en fait, et avant de devenir Halifax, on disait entre 20 et 25, c'est-à-dire une journée et demie. On est rendu presque à 2 jours. Différentes choses qu'on note dans la perte de temps, c'est par exemple la survisite chez nos clients fidèles, c'est travailler sur des projets ou des clients qui ne sont pas intéressants pour nous, c'est faire d'autres activités comme m'assurer que la commande est bien rentrée, puis qu'elle va être livrée, puis qu'elle est bien en production, etc., etc., etc. Donc, Gartner a documenté ça en 2023. Puis, pour aller plus loin, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé en 2024, ils ont fait une étude pour dire si je mettais plus d'énergie sur des activités de vente, qui est finalement le rôle du vendeur, ben, j'irais chercher 1 à 6% d'augmentation de vente au niveau des résultats par représentant, juste en diminuant le 27% de non-efficacité ou de non-action de vente ou directement relié à la vente. Préparer une rencontre, c'est de la vente. Documenter sa rencontre, c'est de la vente. Ça fait partie des activités de vente. Okay? Donc, on est vraiment là-dedans, puis on va voir qu'on peut aller chercher plus loin. Alors, la question, c'est pourquoi on en est là? Après des années, puis c'est pas les livres qui manquent d'efficacité, etc., etc. Puis là, je fais souvent un parallèle en instinctivement, les entreprises, quand ils veulent augmenter leur performance de vente, la première chose qu'ils regardent, c'est quelle formation on pourrait donner à mon équipe. On est encore dans les connaissances et compétences, donc on touche encore là-dessus. Donc, si je reviens sur mon efficacité, donc sur une équipe, une fonction vente performante, ben nous, ce qu'on veut, c'est ce qu'on s'est aperçu depuis très longtemps, quand j'étais en stratégie d'affaires avant, comme expert en stratégie, ben, et mon côté ingénierie qui dit, ben, oui, c'est important de jouer sur l'équipe parce que c'est je dis souvent, la définition du B2B dans le monde des ventes, c'est du Boden à Boden. Donc, c'est des individus qui se parlent, qui travaillent ensemble, qui arrivent avec des solutions. Le bout qui nous manque, en fait, pour aller s'assurer que mon équipe va être à la bonne place, la première chose, c'est est-ce que j'ai une bonne structure et les bons outils? Hein, structure organisationnelle, les outils mes playbooks, mon CRM rentre là-dedans, mes données clients, etc., etc., etc. Donc, tout ce qui est structure et outils. Donc, déjà, si je commence à outiller de façon structurelle et efficace, ben, je viens de… Puis là, ça ne dépend pas des individus, hein, parce que c'est quelque chose qui appartient à l'organisation. Ben là, déjà, je viens de supporter mes connaissances, mes compétences, etc. Ben, c'est bien beau d'avoir une structure et des outils, mais pour faire quoi? Ben, pour faire quoi? Pour faire les bonnes actions. Okay? Donc, mes processus de prospection, fidélisation, vendre plus, développement de partenariats, etc., ce sont des actions. Donc, je définis mes actions qui vont être supportées par une structure et des outils, et ça va permettre à mon équipe de dire, OK, c'est quoi les actions que je vais faire? C'est quoi les outils qui vont me permettre d'être plus efficace dans chacune de mes actions? Et bien entendu, et non le moindre, qui est relié aussi directement, qui a un fil conducteur avec la motivation, c'est les orientations. Où est-ce que je mets mon énergie? Qu'est-ce que je dois développer? Qu'est-ce que je dois pousser? Qu'est-ce que je dois comprendre? Donc finalement, l'efficience de la fonction vente, c'est quoi? C'est tout le monde sait où est-ce qu'on s'en va. Pour y aller, il va falloir faire des actions. Et pour m'assurer que ces actions sont optimales, il va falloir faire de la structure et des outils. Donc quand je suis capable de fournir ça à mon équipe,
ben, vous comprenez que l'efficacité au-dessus, en fait, elle est multipliée par 10. Parce que si j'ai les bonnes connaissances, les compétences et la motivation, mais qu'en plus je les mets à la bonne place grâce à l'orientation, puis que j'utilise les bons processus et qu'on m'a fourni les bons outils, ben là, je viens d'augmenter ma performance de l'ensemble de l'équipe, qui fait que c'est ça qui nous permet que quand j'ai les deux morceaux de la pyramide, on parle de performance à robustesse. Et là, on est en contrôle de ses profits et de ses ventes. Donc, pour assouvir William en équation, la robustesse de la fonction vente, c'est quoi? C'est l'efficience de ma fonction multipliée par l'efficacité de l'équipe. Ça va? Ce qui est intéressant dans la robustesse, comme son nom l'indique, l'efficience de la fonction dépend de ce que j'ai construit comme département et l'efficacité comme équipe. Si je change l'équipe, ça ne change rien sur mon efficience. Quand je change mon directeur d'usine, ben, le prochain, il arrive, mais l'efficience de son usine, c'est-à-dire ses processus, ses recettes de fabrication, etc., sont déjà là. Donc, le nouveau directeur d'usine vient déjà embarqué dans la voiture ou le train qui est déjà en marche et il va l'améliorer. Donc, si je reviens sur mon manager qui rentre dans une équipe efficace, mais où il n'y a pas d'efficience, ben, il va travailler sur l'équipe et il ne construit pas le futur de l'organisation et la performance. Qui m'amène à la majorité d'entre vous avait dit ben, le module lunaire, c'est de la robustesse et la Formule 1, c'est de la performance. Et en fait, vous avez tort. Les deux, c'est de la robustesse. Qu'est-ce qui explique que les deux sont de la robustesse? C'est que le pilote, dans les deux cas, qui est pour moi le vendeur, il n'est pas tout seul. Il y a une batterie d'ingénierie en arrière qui, si je reprends sur ma pyramide, l'orientation, ben, il y en a un, c'est je veux amener mon véhicule et mon pilote sur la Lune, et l'autre, je veux l'amener sur le podium. Mes actions, c'est toute la structure finalement d'être capable de construire le meilleur véhicule pour y arriver. Les outils, c'est mes tableaux de bord, mes mesures, ma structure, c'est toute mon équipe d'ingénierie, etc., pour permettre de dire, bon, ben maintenant, mes pilotes, ils ont une certaine connaissance de la réalité, ils ont des habiletés, puis bien entendu, dans les deux cas, il faut qu'ils soient motivés pour se retrouver, un en haut du podium et l'autre revenir à Noël dans sa famille sur la planète Terre. Ça va? Donc, les deux, c'est robustesse et justement, puis ce qui est intéressant, c'est que si je vais juste sur la partie Formule 1, ben, on a déjà vu des pilotes, malgré qu'ils font partie des 25 meilleurs sur la planète, qui sont moins bons que certains, mais qui sont sur le podium parce que la voiture est hyper performante. Puis on a vu des septuple champions du monde se retrouver au milieu du peloton pendant toute l'année parce que la voiture n'était pas efficace, même si j'avais le meilleur pilote. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que même si j'ai le meilleur vendeur, est-ce que je vais chercher tout son potentiel sans structure? Non. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est qu'avec une excellente structure, un vendeur moyen peut avoir de meilleurs résultats que le meilleur vendeur sans structure. C'est ça la robustesse. Ça va? Est-ce qu'on voit la différence? Donc, la robustesse, c'est vraiment, finalement, ma structure fois la performance de l'équipe. Donc, la performance est inclue dans la robustesse. Allons voir ce qu'il y a maintenant dans cette pyramide. Donc, si on part du principe qu'un vendeur contrôle juste une seule chose, et là, il y a plein de débats entre nous, les experts, mais mettons que pour l'imager, je pense que c'est important. Donc, une seule chose, d'habitude, je demande quoi? Ben là, je suis gentil vu que c'est midi puis que je vous laisse tranquillement faire. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'un vendeur, il contrôle uniquement son temps. Son but à lui, c'est jour après jour, heure après heure, c'est d'amener de la valeur à son client, à son organisation et à lui-même. Donc, quand je contrôle que mon temps et que c'est le seul paramètre, ben, qu'est-ce que je fais? Je regarde à chaque fois que je brûle du temps, est-ce que je le mets à la bonne place? Est-ce que c'est un investissement ou un coût? N'oubliez pas, 27% du temps par semaine est gaspillé pour ne pas aller amener des résultats ou qui n'amènent pas de résultats. On est encore dans le temps. Alors, le temps, c'est quoi? Ben, le temps, si on prend une montre, puis le symbole de la montre est important parce que chaque vendeur a sa propre montre, sa propre mécanique, parce que si je couvre l'Ontario, si je couvre le Québec, si je couvre le Mexique, si je couvre l'Asie, ben vous comprenez qu'on n'est pas dans la même structure. Mais allons-y avec, si mon aiguille verte, c'est la marge. Pour que ma marge
ma marge avance, il faut que mes heures, qui sont mon chiffre d'affaires, avancent. Donc, si mes heures sont bien structurées et il y a un lien intrinsèque entre ma marge et ma vente, à chaque fois que j'avance ma vente, ma marge suit de façon régulière. Ça me permet de dire, à la fin de l'année, je veux faire X dollars de chiffre d'affaires avec X pourcentage. C'est ça qui, la corrélation est directe. Et bien entendu, pour que les ventes avancent, ça me prend des actions qui sont mes secondes. Donc, c'est quoi les actions qu'il faut que je fasse pour que j'aille chercher de la vente? Et si je vais chercher une bonne vente, je vais chercher de la marge. Donc, finalement, la performance d'une fonction vente, donc la robustesse et la performance de vente, est reliée comme, en fait, un rouage d'une montre, vraiment un rouage d'une montre. Donc, on y va sur la pyramide. La première chose qu'il faut se poser comme question, souvent on parle d'objectifs, nous on aime ça parler de résultats, c'est quels sont les résultats que je veux atteindre? Les résultats en produits, services, en clients actifs, en nouveaux clients, en vente, profit. Donc, plus on va décomposer les résultats que je veux atteindre, plus ça va être facile de définir les actions que j'ai à faire. Versus, je veux faire 15% de plus de ventes, les actions sont un peu plus compliquées à trouver. Alors que si je dis, je veux pousser cette gamme de produits, cette gamme de solutions avec ces services-là, je veux grandir avec mes clients actifs de 15 à 20% parce que je sais qu'il y a un potentiel, puis j'ai besoin d'aller chercher X nouveaux clients ou projets, un truc, là, ça devient un peu plus concret dans mes orientations et l'énergie que je veux mettre. Une fois qu'on a défini ça, là, on va dire, pour atteindre ces résultats-là, quoi qu'il arrive, ça me prend des clients. Et dans les clients, il y a 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle les clients actifs. Ça, c'est vos clients majeurs, vos clients fidèles, où vous êtes le premier fournisseur, le fournisseur unique. Il y a des clients où il y a encore du développement à aller chercher. Ça, c'est des clients qui, vous n'êtes pas encore le premier fournisseur et donc il faut aller finalement prendre la place du premier fournisseur ou sortir le fournisseur actuel. Donc, il y a encore de la place de développer. Et la troisième partie, c'est la prospection, puis c'est la somme des 3 qui va me permettre d'atteindre mes résultats. Ce qu'on voit, en fait, dans l'ensemble des choses, puis la littérature le dit, c'est que généralement, j'optimise pas ma fidélisation des clients, j'optimise pas mes clients actuels, puis je vous le dis, c'est pas un secret, ça a été testé, ça a été documenté, puis nous, ça fait 15 ans qu'on le voit. Il dort en ce moment 20% de votre chiffre d'affaires chez vos clients que vous n'êtes pas allé chercher. Pour 1 milliard de raisons qui sont bonnes, mais c'est une réalité. Donc, si je ne vais pas chercher le 20% de mes clients parce que par manque d'efficacité, qu'est-ce qui se passe? Mon besoin de prospection est beaucoup plus élevé. Et Harvard Business Review disait en début d'année 2024, aller chercher un nouveau client, c'est 25 fois plus d'énergie que de grandir avec un client actuel. Donc ça voudrait dire que si je me ramène sur la notion du temps, peut-être que pour aller chercher 5% de plus de chiffre d'affaires sur mon territoire comme vendeur, ça va peut-être représenter 30% de mon temps par semaine pour y arriver. Donc, il n'y a pas de corrélation directe entre le chiffre d'affaires dans chacun des ronds et mon temps, c'est l'inverse d'ailleurs. Plus j'ai mon chiffre d'affaires avec des prospects, plus je vais avoir du temps de prospection. Donc, l'objectif, bien entendu, c'est d'optimiser chacun des ronds qui m'appartiennent pour avoir le moins de prospection possible. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La prospection, c'est comme de l'homéopathie, c'est une petite granule tous les jours. Une compagnie en santé, c'est celle qui fait de la prospection tous les jours. Et ce n'est pas 2 chimios par année parce que l'usine est vide ou mon pipe est vide. Généralement, ça a des conséquences. Je sais où est-ce que je veux aller. Je connais maintenant mon portefeuille du client, ma prospection, les chiffres chacun des ronds va m'amener quel résultat. Maintenant, on va parler des activités. Vous vous souvenez de ma pyramide? OK, orientation. Donc, l'orientation, c'est résultats et vers quels sont les clients qui vont me le faire. Mes activités, c'est quelles sont les activités que je dois faire pour garder mes clients actifs, pour croître chez mes clients où il y a encore du potentiel et aller chercher les prospects qui me manquent pour les résultats. Les activités, finalement, c'est 3 engrenages dans un. C'est la quantité d'activités que je fais pour chacun des cas. Donc, je vous disais tout à l'heure, souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a nos vendeurs, nos guides de vente qui font de la survisite de nos clients. Ils nous aiment déjà. Pourquoi tu vas le voir encore une fois? Pourquoi tu vas le voir toutes les semaines? Ouais, mais c'est mon plus gros client. Il t'aime déjà. Peut-être que si tu y vas une fois ou 2 semaines, est-ce que ça va changer ta relation?
Ben, si c'est oui ou si c'est non et que j'ai 10 bons clients, ben, peut-être que je viens de libérer 10 heures, donc 5 heures par semaine. Pour faire quoi? Pour faire de la prospection, pour m'occuper de mon client. Donc, la quantité des actions que je dois faire, la direction vers qui je vais le faire. Parce qu'à l'intérieur d'une organisation, d'un client, il y a des interlocuteurs. Est-ce que je parle au bon interlocuteur, etc., etc. Donc, ça, c'est est-ce que je parle au bon client? Est-ce que j'ai la bonne structure au niveau des actions? Et la qualité de mes actions, ça veut dire que est-ce que je suis capable en 1 heure ou en 2 rencontres de faire ce que j'ai à faire versus 3 versus 4. Donc, on est dans les processus ici de gestion de mes clients en fonction de chacune de mes objectifs qui sont mes clients actifs, je vous rappelle, fidéliser, grandir avec mes clients qui ont du potentiel et aller chercher de nouveaux clients. Pour atteindre ces résultats, j'ai besoin des clients. Pour que ces clients me donnent ces résultats, j'ai besoin d'actions qui se déroulent dans la partie. Et là, on est sur la partie efficiente. Et l'efficacité, bien entendu, ben, ça me prend de la compétence. Ça me prend une équipe compétente qui a des connaissances, un savoir-faire, savoir-être. Et on parlait de motivation, puis on a rajouté même mental, parce que dans un monde où B2B, maintenant, on parle de 7 interlocuteurs pour avoir un gros contrat ou un projet important. On était à 5 en 2015, on était à 3 en 2000. Hein, puis je vous annonce que ça ne va pas diminuer. Hein, puis je suis sûr que vous le vivez. Hein, il y a de plus en plus de gens impliqués dans le processus décisionnel et le processus décisionnel est de plus en plus long. Donc, si je reviens sur les 3 grands rouages de ma montre, de ma robustesse, si j'ai construit une façon de bien gérer mes clients, si j'ai construit les bonnes activités, mes processus et que je sais exactement les compétences dont j'ai besoin, j'augmente mes chances d'aller atteindre mes résultats. Et là, comme vous voyez, ces 3 engrenages ne peuvent pas marcher s'il n'y a pas quelque chose qui les fait tourner au milieu. Et là, c'est le gestionnaire des ventes. Le rôle du gestionnaire des ventes, c'est piloter ces 3 grands engrenages en permanence, donc de voir, de fixer les objectifs, de fixer les bonnes règles, d'analyser si ces processus, ces objectifs et les compétences dont j'ai besoin livrent ce que je veux et suivre, la rigueur de faire et 2, le développement de mes compétences. Et après, je change mon chapeau. Maintenant, quand je monte dans la motivation et dans les développement de mes compétences, ben là, je suis comme un coach. J'évalue mes compétences, je les développe, je les suis. Puis rapidement, comment j'évalue les compétences? Je ne sais pas si vous le faites, si vous êtes des gestionnaires d'équipe, mais les compétences, ça s'évalue sur un terrain en train de jouer. Pas en disant, est-ce que tu es capable de négocier? Oui, oui, je suis excellent. Parfait. Ben, écoute, je suis un acheteur. Je viens d'arriver chez ton plus gros client. Ben, je t'écoute. OK? Donc, les role-play, c'est comme quand je vais à la première de l'Orchestre symphonique de Québec ou de Montréal ou à un théâtre. Normalement, les gens qui sont sur la scène, ils l'ont rodé plusieurs fois avant de le jouer devant nous. Souvent, les vendeurs, on leur fait confiance parce qu'il a 25 ans d'expérience en vente, puis on l'envoie sur le terrain à essayer de faire ce qu'il peut, parce que c'est une réalité, alors que si j'ai fait des roleplays, si je me suis assuré qu'il ait vu tous les scénarios, il n'est pas en train d'utiliser le client comme cobaye. Le cobaye, c'est le manager, c'est son collègue, pour m'assurer que quand je vais arriver face au client, parce que contrairement à la Formule 1, par exemple, en fait, ça ressemble plus à mon astronaute que la Formule 1. La Formule 1, il y a quand même 3 places. Même si je arrive 3e, je vais quand même avoir un chèque puis quelqu'un qui me tend dans le dos. Par contre, le pilote, si j'ai échoué, ben, c'est possible que je ne revienne pas. Okay? Donc, il n'y a qu'une place en vente. Ça va pour ça? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, quand je parle d'une vente, une fonction de vente robuste, on est sur vraiment l'ensemble de ces 3 engrenages avec mon gestionnaire qui est au milieu. Ce qui est important maintenant, une fois que je vous ai dit ça, c'est de dire, OK, Rodolphe, comment je sais, moi, où j'en suis par rapport à ma robustesse? Comment je sais, c'est quoi les chantiers que je devrais mettre en place pour l'année prochaine pour commencer à structurer un département des ventes structuré? Donc, ce qu'on dit d'abord, c'est qu'un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Donc, il faut identifier les projets stratégiques pour 2025 qui vont vous permettre d'accroître ou un engrenage ou une partie d'engrenage qui vous pensez qui aura le plus d'impact sur l'accélération d'eux et combler finalement l'écran des engrenages qui fait que des fois, on peut avoir un engrenage qui fait un tour
avant qu'il va faire bouger l'autre parce qu'il me manque trop de morceaux dans mon engrenage qui fait que mes actions ne font pas avancer les heures comme ça devrait et donc pas ma marge, etc. etc. Donc, l'une des choses qui est important finalement, c'est d'évaluer où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous en allez dans votre structure de votre département des ventes. Nous, on appelle ça l'indice de maturité de la fonction vente. L'indice de la maturité de la fonction de vente, c'est quoi? En fait, c'est d'évaluer, indépendamment des personnes, où est-ce que vous en êtes dans votre structure de robustesse. Donc, on a 5 piliers qui montent finalement la robustesse de la fonction vente. Le premier, c'est comment j'ai monté mon département des ventes, ma stratégie, ma structure, mes ressources humaines, etc. Le deuxième pilier, c'est comment je supporte. Donc là, vous voyez que j'en ai un qui est le pilote et l'autre, c'est le coach. Hein, comment je supporte mon équipe et comment moi, je suis supporté comme chef d'entreprise, comme chef d'entreprise pour ceux qui sont multi-chapeaux ou comme gestionnaire des ventes. Ben, tout ce qui est support, qui a un lien finalement avec mes outils, ma structure, mes formations, mon playbook, mon CRM, ma capacité de monter un retour sur investissement, l'évaluation de mon équipe, etc., etc. Le troisième pilier, qui est vraiment le central, qui est en fait le rôle du vendeur, c'est comment je gère mes clients, mes prospects, mes territoires, donc toute ma gestion de mon core business. Si je vais sur un directeur des opérations, ben lui, c'est sa gestion des usines. Okay. Le quatrième, et qui est important aussi, c'est ma relation entre le marketing et les ventes, hein, parce que c'est deux personnes qui sont différentes et qui vivent dans le même maison, dans le même appartement. Hein. Donc, c'est super important d'avoir une synergie, l'intelligence de marché, comment je génère mes leads avec tous les outils maintenant qu'on peut avoir, AI, blablabla, le développement de produits, mais gestion des événements. Et le dernier qui permet de faire ce que j'appelle l'amélioration continue, c'est je viens mesurer la performance de chacun des choses que je mets en place qui me permet de faire de l'amélioration continue. Donc, quand je fais mon indice de maturité et que je m'aperçois que mon indice de maturité est en 0 et 25, ça veut dire que 100% de la performance dépend de mon équipe. Je vous souhaite de ne pas en perdre. Prenez une assurance vie sur eux. Puis s'il gagne à la loto lundi, ben, ça va faire mal. Donc, jouez avec lui, au moins vous allez avoir une coupe de millions pour compenser. Donc, je suis à risque. Quand je suis entre 25 et 50, je suis en mode réactif, c'est-à-dire qu'il se passe des choses en haut, puis là, c'est mon pompier qui rentre en jeu. Quand je suis entre 50 et 75, je commence à avoir une structure de plus en plus élaborée. 75%, je suis en contrôle. Et là, vous allez me dire, 6 mois, mettons que je suis à 22 ou 26%. 75%, ça va prendre combien de temps? Ben, c'est là que l'orientation de ce que je fais, de là où je veux aller, va m'aider. Si je veux grandir dans les 2 prochaines années en faisant de la prospection, ben, je vais renforcer d'abord ma prospection avant de renforcer ma fidélisation parce qu'on ne peut pas faire plusieurs projets en même temps. Parce que oui, on peut le faire sur un papier, on s'assoit ensemble puis on l'écrit, mais après, il y a des comportements, il y a des changements, il y a des habiletés à développer, etc., etc. Je dis toujours, je fais toujours un comparatif. Je dis, quand vous demandez une formation de vente sur la négociation, par exemple, à votre équipe, puis qu'on dit, ben, ça va se faire pendant le sales meeting, pendant le meeting des ventes, puis vous avez une demi-journée pour former mes gens à la négociation, je pose toujours la question, combien de temps ça vous a pris pour maîtriser vos tables de multiplication? Et là, il y a comme un blanc parce qu'il y en a qui disent peut-être que je ne le maîtrise pas encore. Et on ne demande même pas d'habileté. On demande d'apprendre des nouvelles façons de faire, des processus, puis de le rentrer en réflexe parce que quand je suis devant ma calculatrice ou quand je suis devant mes calculs puis je ne connais pas ma table de multiplication, je peux demander à ChatGPT, il va me dire combien ça fait 6 fois 3. Alors que quand je suis face au client, je ne peux pas demander à ChatGPT comment je réponds à son objection. Il faut que je le maîtrise. Ça va? Donc, ce qui est intéressant, je vais vous donner 3 cas concrets qu'on a vécu dans les 12 derniers mois. Une compagnie qui fait 8 millions de chiffre d'affaires. Okay, son indice de maturité, alors on le fait, c'est une moyenne, puisqu'on va demander aux chefs d'entreprise, aux directions des ventes, etc., etc. Donc, tout le management qui touche à la vente de loin ou de près, on leur demande de passer l'indice de maturité pour voir s'ils sont d'accord. On est à 23%, donc ça veut dire qu'on est en mode réactif. Une compagnie qui fait 23 millions, on est à 44%, on est encore en mode réactif, alors que pendant le 23, on est à risque. Et on va dans les extrêmes, on a des compagnies, quelques clients qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, on est à 40% de maturité. Donc, on s'aperçoit que je fasse 8 ou plusieurs milliards,
la maturité de la fonction vente, en fait, elle est faible et ça veut dire que la performance dépend des individus. Et quand je suis rendu à 1 milliard, j'imagine qu'il y a une couple de vendeurs qui ont bien fait les choses, là, mais il faut éviter de les perdre. Puis ce qui est intéressant, vous vous souvenez, dans les 5 piliers qu'on regarde, on ne le voit pas parce que c'est petit, mais quand je m'en vais sur un des piliers fondamentaux de le rôle du vendeur, c'est développer de nouveaux clients puis les fidéliser, on s'aperçoit dans mon indice de maturité pour les 3 niveaux que c'est le score le plus bas. OK? On est à 30% dans 1 milliard, alors que tout le reste, mesurer la performance, est à 38, support des ventes 39, et la structure de mon département des ventes est à 55. Donc, la gestion de mon portefeuille client, puis ça, je vous dis, ça fait 15 ans qu'on le fait, puis j'ai des milliers d'entreprises auxquelles on mesure cet indice de maturité, c'est la partie la plus faible. Puis là, ce qui veut dire que quand je me mets dans mes objectifs et mes stratégies pour l'année prochaine, donc là, on voit le premier manager qui dit, moi, ma stratégie, c'est d'augmenter mon taux de réussite. C'est 50% de ma stratégie pour l'année prochaine. D'acquérir de nouveaux clients, c'est 30% de ma stratégie. Et augmenter ma force de vente, c'est 20%. Donc là, on est sur la partie département des ventes RH. Ben, on s'aperçoit que son indice de maturité, si on met toute notre énergie sur les 180 éléments qu'on a identifiés dans la maturité pour augmenter le taux de réussite, on est à 28%. Donc, le taux de réussite, ça veut dire quoi? Ben, ça va être des gens qui vont nous dire, on veut les former à faire du closing, on veut les faire ici, puis on va le faire, mais qu'est-ce qui va rester après un moment? Qu'est-ce qui va rester quand le vendeur va partir? Il ne restera rien. Parce que je n'ai pas de structure qui va absorber les nouvelles façons de faire et les répéter de façon continue. Donc, un playbook, un processus, une évaluation, des roleplays, etc., parce que c'est en lien avec ça. Donc, en fonction de ma stratégie, bien entendu, je n'aurai pas les mêmes chantiers que je devais faire. Donc, quand vous faites une évaluation sur chacun des éléments de la pyramide, dites-vous lesquels je dois renforcer, qui est clé dans l'atteinte de mes objectifs. Donc, la prochaine étape, pour devenir robuste, c'est exactement ce que je vous dis, c'est d'être capable de faire de l'efficience et de l'efficacité. Et bien entendu, mettez en place, ça c'est mon côté ingénierie, la seule chose que j'ai retenue après des années de calcul, c'est mettre en place un processus, puis mesure-le. Et ça s'appelle un tableau de bord de la fonction vente. Et il nous reste 3 minutes, je parle toujours trop. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un tableau de bord d'une fonction de vente robuste et performante. La première chose, c'est qu'on a des indicateurs de résultats. La deuxième chose, on a des indicateurs de la performance. Et le troisième, c'est mes fameux KPI, des indicateurs clés de la performance qui sont reliés à ma stratégie actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Ben, le premier, mon indicateur clé de réussite, il donne les résultats de ce qui a été fait. Mon chiffre d'affaires, ma marge, mon nombre de nouveaux clients, blablabla. Le deuxième, l'indicateur de performance, ça donne les résultats de ce qu'on fait. Ce que je suis en train de faire, donc la rigueur, mes processus à chacune des étapes, est-ce que ça donne ce que ça devrait faire? Donc, je mesure ce qui se passe sur le terrain et mes indicateurs clés, ça donne ce qu'on doit faire et augmenter. Si je trouve qu'on a une faiblesse dans mon organisation pour développer de nouveaux clients, ben, ça devient un KPI. Un KPI, c'est quelque chose que je suis de façon continue et que je veux améliorer. Et quand il est à mon goût, il vient de tomber comme indicateur de performance, puis je me retrouve à un nouveau KPI. Donc, mon amélioration continue va toujours se jouer entre un KPI et un indicateur de performance. Les résultats, finalement, vous savez quoi, en fait? On s'en fout. Si je fais bien tout ce que j'ai à faire auprès des bonnes personnes en permanence, je vais atteindre mes résultats si le marché est là. OK? Donc, finalement, les indicateurs de résultats, c'est pour le management et les autres, c'est pour le management d'équipe et les individus. Donc, si je descends un peu plus loin, les indicateurs de performance des résultats, c'est quoi? C'est un bilan. Je mesure un bilan. Mes indicateurs de performance, je mesure un processus et je suis en projet d'amélioration, des fréquences. Et on dit que 80% des indicateurs d'un tableau de bord de vente doivent être basés sur mes indicateurs de la performance, c'est-à-dire mes indicateurs sur chacune des étapes de ma pyramide, de ce que je fais. Et bien entendu, 10% sur les KPI, parce que comme je vous dis, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Donc, si je mets trop de KPI, ça veut dire que j'ai beaucoup trop de projets et finalement, je n'y arriverai pas non plus. Puis, je vous ai mis des outils, la provenance des résultats, la comptabilité, le CRM et observation. Ce qui met en fait fin à ce webinaire,
juste pour ceux qui veulent savoir ou le partager, si vous avez des partenaires anglophones, on va faire la même réunion et la même conférence en anglais. Donc, si je reviens sur le truc, identifier dans la chambre de la pyramide quelles sont les parties qui vous pensez qui vont vous aider à atteindre les objectifs. Puis des fois, c'est juste une orientation, puis que tout le monde est à l'aise à où est-ce qu'on s'en va. Ça vient déjà de changer mes efforts. Et je vous amène à un petit teaser parce qu'on est quand même en vente. Rapidement, je vais vous parler de cette photo parce que vu qu'on est en vente, ça nous prend non pas un vendeur de char, mais deux théories qui vous avez pas deux théories, mais deux réalités que vous avez sur cette photo-là. C'est une photo qui est prise en 1990. Pourquoi en 1990? Pourquoi Toyota? Parce que Toyota, c'est le premier à avoir inventé et à mis en place un ERP, donc Enterprise Resource Planning. Donc, c'est le système qui gère l'ensemble des ressources de l'organisation. 1990. Le vendeur qui est à côté, quel est le point commun avec ça? C'est qu'en fait, il n'y a même pas de point commun. Le vendeur il est en avance sur le ERP parce que le premier CRM, comme il est, comme on voit maintenant, en fait, il date de 1986. 4 ans avant, on a sorti un CRM qui était Act. 4 ans après, en 90, on a sorti le premier ERP qui était Toyota. Si maintenant je me mets en 2024 et qu'on regarde comment est utilisé un ERP, comment est utilisé un CRM, est-ce qu'on est au même niveau? C'est le sujet de notre conférence de janvier. Pourquoi c'est compliqué le CRM? Pour ceux qui en ont, bien entendu, des fois c'est plus simple de ne pas en avoir, mais ça c'est autre chose. J'ai un peu brûlé du temps, c'est peut-être un peu trop de conviction et beaucoup de messages que je voulais faire passer. C'était l'objectif du webinaire. Je reste en ligne encore quelques minutes, bien entendu. Si vous avez des questions, de commentaires, puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça va me faire extrêmement plaisir de vous expliquer pourquoi j'ai raison. C'est quand même français, il faut assumer. Hey, merci beaucoup. Micro ouvert, j'imagine que vous pouvez commentaires, questions. On est là pour ça. Puis on va vous, si vous voulez qu'on vous envoie, ben, je pense qu'on a l'adresse courriel, hein, Joachim, de tout le monde. Donc on va Ouais. pouvoir, si vous le voulez, on va vous envoyer la présentation, puis de toute façon la rediffusion du webinaire qui fait que c'est un excellent outil, par exemple, pour animer votre soirée du 24 décembre en famille. Vous m'amenez autour de la table, je suis sûr que vous allez avoir du fun. Sur ce, merci beaucoup à tous. S'il n'y a pas de questions, ben, je vous libère. Puis à partir de maintenant, ben, vous savez ce qu'il reste à faire. Si vous êtes un gestionnaire des ventes ou un chef d'entreprise, ben, faites-vous un petit graphique avec la pyramide, puis donnez-vous une note. Puis si ça va bien, ben, tant mieux. On continue à s'améliorer, puis on va monter entre 75 et 100. Si ça va mal, ben, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes déjà en performance, en croissance, vous faites déjà un chiffre d'affaires, puis là, on vient de mettre la main sur des morceaux importants qui va vous permettre d'aller encore aller plus loin. Donc, dans les deux cas, c'est que des bonnes nouvelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rodolphe. Merci, Rodolphe. Peut-être arrêter la transcription.